En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui se jouent avec des manettes et les autres. Et si dans le dernier épisode nous avions parlé des manettes, aujourd'hui il sera bien question de la seconde catégorie, pour être plus précis, des jeux sur mobile. Longtemps considérés comme de simples jeux auxquels on joue aux toilettes ou en attendant le bus, les jeux sur mobile ont toujours eu une mauvaise réputation auprès des joueurs. Les années 90 et le début des années 2000 ont vu l'arrivée des premiers téléphones avec jeux intégrés, souvent des adaptations simplifiées de grands classiques comme Snake, Tetris ou encore le casse-briques. Le plaisir était là, mais les limitations techniques étaient évidentes. On n'était même pas au niveau de la première Game Boy. En toute logique, rien ne laissait transparaître que le jeu sur mobile serait un jour pris au sérieux. Mais ce n'était pas l'avis de tout le monde. Au contraire, certains constructeurs comme Samsung, Nokia ou Sony Ericsson y croyaient sincèrement. Le gaming sur mobile, ce sera l'avenir. Et ils ont été les premiers constructeurs à proposer des modèles de téléphone axés gaming. Voici quelques exemples. En 2003, Nokia fut le précurseur avec la fameuse N-Gage et son design décrié, très souvent moqué, qui proposait même des jeux sur cartouche. Elle avait pour ambition de concurrencer la Game Boy Advance, et partageait d'ailleurs quelques jeux avec cette dernière. En 2006, Samsung propose son modèle SCH-B450 à destination du marché coréen, doté d'un écran pivotable donnant au téléphone des allures de Game Boy Advance SP. En 2008, Sony Ericsson dévoile le modèle F305, qui propose carrément une croix directionnelle, des boutons dédiés au jeu et même un capteur de mouvement pour des jeux, une innovation à l'époque. Pourtant, le point commun avec tous les modèles cités, c'est que ça a tous été des échecs commerciaux. Alors, est-ce que c'était qu'une question de prix ? Honnêtement, je pense pas que c'était le problème principal. D'après mes recherches, la N-Gage, quand elle est sortie, elle coûtait à peu près 299$. Or, si tu prends le prix aujourd'hui, tu rajoutes l'inflation dessus, on serait plus aux alentours des 450$. Or, de nos jours, les smartphones les plus vendus tournent aux alentours des 500-600$. Et ça, c'est pour du milieu de gamme. Je pense que si ces différents modèles de téléphones axés gaming n'ont pas pu séduire le grand public, c'est surtout à cause de leur performance souvent inférieure à des consoles portables telles que la Game Boy Advance. Game Boy Advance qui en plus était vendue environ 120$ à l'époque, soit à peu près 180€ aujourd'hui. Il aura fallu attendre la démocratisation des smartphones, notamment grâce à Apple, pour voir un vrai gain d'intérêt autour du jeu mobile, avec des jeux comme Fruit Ninja, Candy Crush ou encore Subway Surfer. Le jeu sur mobile a fini par devenir quelque chose de banal dans notre quotidien, à tel point qu'aujourd'hui le marché du jeu mobile représente presque 60% des joueurs. C'est énorme. Mais malheureusement, le jeu sur mobile est principalement composé de jeux free-to-play avec souvent des modèles économiques proches du casino en ligne. Le marché est complètement saturé par des jeux à microtransactions complètement pourris, avec des gameplays qui pour la plupart du temps ne se contentent que de proposer aux joueurs d'appuyer sur des boutons qui clignotent. J'adore Dokkan Battle, j'appuie sur les boules qui clignotent et ça fait des jolies animations, c'est trop un banger ce jeu. Mais c'est naze ton jeu là. Tu peux pas plutôt jouer à Street ? Bof. T'as pas plutôt un FIFA ? Rappelle-moi pourquoi on est potes déjà ? Ces dernières années, on voit de plus en plus de vrais jeux débarquer sur mobile, soit des portages de jeux console PC, soit des jeux totalement exclusifs. Des jeux indés comme Dead Cells, Katana Zero ou encore Crypt of the Necrodancer ont eu droit à leur portage sur les différents stores mobiles. Des éditeurs comme Square Enix ou Capcom proposent de plus en plus de portages de leurs grands classiques, voire même des jeux récents, comme le dernier Dragon Quest Monsters par exemple. Et certains jeux comme Fortnite ou Minecraft se payent même le luxe de proposer du multijoueur en cross-platform avec les consoles et les PC. Ensuite, on a aussi vu arriver des services comme Netflix Game ou Apple Arcade, qui, à la manière du Xbox Game Pass sur PC ou console, vous permettent d'accéder à un catalogue de jeux à télécharger, avec parfois même des exclusivités. Les fans de Sonic ne possédant pas d'appareil Apple se sont vus privés de jeux comme Sonic Racing et Sonic Dream Team, qui sont exclusifs à Apple Arcade. Et il existe aussi quelques petites pépites comme le jeu Lucky Luna qui ne sont jouables que via Netflix. On peut aussi évoquer les services de cloud gaming qui deviennent de plus en plus intéressants, mais ça, on y reviendra dans un autre épisode. Dans tous les cas, on ne peut que constater que le gaming sur smartphone devient quelque chose de sérieux, mais il reste un frein qui pourrait rebuter les plus têtus. La maniabilité. En effet, le gameplay sur écran tactile, même s'il peut proposer de vraies bonnes sensations de jeu, reste quand même relativement limité. À l'instar du combo clavier-souris tant affectionné par nos amis PCistes, le gameplay tactile peut rapidement atteindre ses limites sur certains types de jeux. Jouer à Sonic Mania sur écran tactile par exemple sera toujours moins confortable qu'avec une bonne vieille manette. Et il est difficilement imaginable d'avoir un jour du versus fighting convaincant sans une bonne prise en main. Alors il y a bien eu des tentatives pour pallier à ce problème, avec par exemple le Xperia Play de Sony qui intégrait une manette qui se glissait sous l'écran, mais il avait globalement les mêmes défauts que la N-Gage qu'on évoquait plus tôt. Puis il y a eu les attaches-manettes, comme ce truc, qui sont certes fonctionnels, mais très peu ergonomiques au final. Finalement, aujourd'hui, la tendance se penche plus vers les manettes rétractables comme celle-ci.
Donc avec elle, mon téléphone devient une véritable console portable. Vous voyez, je peux même jouer à Sonic, par exemple. Sympa. Le jeu mobile a parcouru un chemin incroyable, passant de simples distractions à une véritable plateforme de jeu à part entière. Les innovations continuent d'affluer, que ce soit en termes de matériel, de services ou de jeux tout simplement. Et avec des accessoires comme cette manette, les frontières entre le jeu mobile et le jeu console s'estompent de plus en plus. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, le jeu mobile n'a pas fini de nous surprendre. C'est une plateforme en constante évolution et nous n'avons fait qu'en effleurer la surface. Le jeu mobile reste un marché complexe, avec ses qualités et ses défauts, comme les microtransactions omniprésentes ou les jeux avec des gameplays répétitifs et sans intérêt. Mais malgré tout, il faut quand même garder en tête une chose, celui qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais tenté d'innover. De Albert Einstein.